Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg, réforme de la SNCF. Que veut l'Europe? Que veulent les pays, en l'occurrence la France? Décryptage sur cette question avec vous. Karima Delli, vous êtes députée européenne Verts, Alliance Libre Europe, et Younous Omarjee, vous êtes député gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Bonjour, merci d'être là. Alors, avant d'exposer peut-être vos positions et vos jugements sur ce qui se passe à l'heure actuelle en France, je voudrais qu'on analyse ce qui, dans cette réforme de la SNCF, qui vient d'être votée par le Parlement français, relève d'exigences de l'Europe et ce qui dépend du choix du gouvernement français. C'est extrêmement important. On en débat depuis quelques jours, depuis quelques semaines même maintenant, mais je voudrais qu'on revienne clairement sur ces points-là, puisque maintenant ça a été voté. Alors, l'un de ces éléments qui a été d'ailleurs utilisé comme élément de langage, c'est l'ouverture à la concurrence, c'est une exigence européenne, on n'y peut rien. Alors, redisons-le, c'est vrai, et il y a longtemps, c'est pas depuis très longtemps, effectivement, l'Europe demande que le ferroviaire soit ouvert à la concurrence. Karima Delli, est-ce que vous pourriez nous réexpliquer un petit peu ça? Alors, tout simplement, c'est qu'est-ce qu'on a dans le 4e paquet ferroviaire? C'est ça. Ce qu'on appelle le paquet ferroviaire, réexpliquons-le aussi, parce qu'on est dans le jargon un peu. Dans le paquet ferroviaire, c'est 2 piliers. C'est-à-dire qu'on a une première volonté, c'est d'harmoniser l'ensemble des normes européennes qui existent sur l'espace européen. Aujourd'hui, en Europe, il y a 10 000 normes. Vous voyez, rien que sur le ferroviaire. Donc il a fallu harmoniser l'ensemble de ces normes. C'est ce qu'on appelle l'harmonisation des normes, premier pilier du paquet ferroviaire. Le deuxième paquet, c'est un paquet politique, où là, on a ce qu'on appelle l'ouverture à la concurrence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement, on va avoir un échéancier qui va dire à chaque pays d'ouvrir ses lignes pour justement des opérateurs européens. On en parlera tout à l'heure, ça a déjà commencé dans pas mal de pays. Il y a déjà des pays qui l'ont fait. Mais attention, lorsqu'on dit ouverture à la concurrence, il faut faire attention, ce n'est pas de la privatisation. Et lorsque nous nous sommes battus au sein du Parlement, c'était de dire on peut faire de l'ouverture à la concurrence, mais donc cette libéralisation, mais libéralisation ne veut pas dire dérégulation. Donc on a porté notamment... Ou dénationalisation, on y reviendra tout à l'heure là-dessus. Et c'est pour ça qu'on a porté des garanties pour réguler justement cette ouverture à la concurrence, avec des termes qui ont été la garantie du service public, la garantie sur la tarification sociale, la garantie par exemple, quand je parle de tarification sociale, je parle vraiment des tarifs pour les jeunes, les personnes âgées, les chômeurs, etc. La garantie aussi d'un véritable maintien justement de la qualité des conditions, notamment de travail. On reviendra justement sur le statut des cheminots, puisque il faut faire attention, parce que j'entends beaucoup de politiciens en France dire beaucoup de bêtises. L'Europe ne va pas dire il faut absolument que vous, France, vous attaquiez au statut des cheminots. C'est complètement faux. L'Europe ne dit pas il faut que la SNCF demain devienne une entreprise privée. C'est une contre-vérité, puisque l'Europe ne va jamais choisir dans des modèles internes si la SNCF doit rester une entreprise publique ce sont les pays qui décident. Ce sont les pays qui décident, et ensuite ce sont le cadre qu'il faut respecter, et ce cadre-là, c'est l'ouverture à la concurrence. C'est ça, qui doit être réalisé entièrement, effectivement, d'ici 2030, mais d'ici la fin 2019, on rappelle les échéances, il y en a 2. Le calendrier, c'est-à-dire que nous avons 2 types d'ouverture à la concurrence. À partir de 2019, c'est sur les grandes lignes. Voilà, les lignes TGV, ce qu'on appelle en France. Et jusque 2020-2023, et après ce sera une généralisation, ce sera ce qu'on appelle sur les réseaux intermédiaires. En France, c'est les TER, les intercités, etc. Donc c'est sur ça. Mais attention, puisque sur ces 2 grands volets, vous voyez, on a l'État et les régions qui sont responsables. Et ce n'est pas l'Europe qui va venir justement dire concrètement comment la gestion doit se faire. C'est véritablement l'État et demain les régions qui doivent, je le dis, mettre en place justement une ouverture à la concurrence avec des garanties, notamment sur notre service public. D'accord. En quoi justement, Younous Omarjee, en quoi la loi votée en France contrevient ou ne tient pas compte finalement, ou on dit plus que ce que dit l'Europe? Oui.
C'est ça la bonne question. Si je peux me permettre de revenir sur la question de départ. Premièrement, cette affaire indique qu'on devrait davantage regarder ce qui se passe du côté du Parlement européen. Parce que les Français semblent découvrir aujourd'hui les paquets ferroviaires. Alors qu'il a été adopté il y a 2 ans. Ils ont été adoptés il y a 2 ans. C'est le 4e paquet ferroviaire, mais il y a eu le vote du 3e paquet ferroviaire, du 2e paquet. Donc, oui, c'est une affaire qui remonte depuis longtemps. Ça a commencé par le fret, longtemps. Voilà, c'est ça. Et ici, au Parlement européen, nous avons mené la bataille. Il y a là peut-être déjà une première divergence entre les Verts et nous. Je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans les votes individuels des uns ou des autres, mais pour ce qui nous concerne, nous nous sommes clairement, fermement opposés à cette ouverture à la concurrence. Et j'entends Karima qui dit qu'effectivement, il y a des garanties ici ou là. Il y a là une divergence entre nous. Nous sommes contre et nous considérons que ce cadre qui est posé aujourd'hui par Bruxelles, appelant intimement les États membres à aller vers l'ouverture à la concurrence du ferroviaire, nous le récusons. Et nous sommes contre cela. La deuxième chose qui, de mon point de vue, doit être prise en compte, c'est, et je veux d'abord dire, pour aller plus loin par rapport à ce que Karima disait, qu'il y a une information qui a été révélée par Context il y a quelques jours, votre confrère bruxellois de Context, qui indique que la Commission européenne aurait engagé le 6 mars ou le 8 mars une procédure d'infraction contre la France pour une mauvaise mise en œuvre des différents paquets ferroviaires. C'est pourquoi, lorsque nous disons qu'il y a des injonctions aujourd'hui de Bruxelles pour aller vers la libéralisation dans le ferroviaire, mais aussi dans d'autres secteurs, cela correspond à une réalité. La réalité aujourd'hui, je crois, pour prendre un peu de champ par rapport à ce dossier du ferroviaire, c'est qu'il y a une véritable volonté de mettre en cause partout en Europe le modèle d'État-providence, d'ouvrir, d'affaiblir les services publics, d'affaiblir le rôle de l'État, de faire place nette pour les acteurs privés. Et vous savez, lorsque l'État se retire, les besoins, eux, ils demeurent et les acteurs privés arrivent aujourd'hui. Sauf que tout ça se fait avec un coût social extrêmement important. On prend l'exemple, le modèle allemand en exemple, mais il faut voir qu'il y a eu 100 000 emplois qui ont été supprimés. Il y a eu la disparition du statut de cheminot, donc un coût social extrêmement important. Cela n'est pas forcément à l'avantage des usagers. On parlait des lignes pour les régions, mais là encore, il faut voir déjà qu'il y a une désertification dans la ruralité, si celle-ci ne va pas être aggravée par un enclavement encore plus grand, parce que très souvent les acteurs privés ne veulent pas aller là où il y a des nécessités de mission de service public. Alors, je vais revenir quand même là-dessus, sur ce que dit Younous. Younous nous dit une chose, il dit l'ouverture à la concurrence, en fait, moi je suis contre d'entrée de jeu. Alors je lui demande concrètement comment il fait pour qu'aujourd'hui, par exemple en Allemagne, il y a énormément de trains SNCF. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit revenez en France. On leur dit quoi? Oui, il y a finis. Il y a énormément de trains SNCF qui ne se trouvent pas seulement en France. Il y a énormément de trains qui se trouvent ailleurs, SNCF qui sont ailleurs, première chose. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu d'abord la mise en œuvre de l'ouverture à la concurrence sur les lignes internationales. Alors, il y a deux choses, il faut faire attention. Et cela a été voulu et accompagné par des décisions. Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle un réseau ferroviaire européen. Oui, voilà. Le nationalisme ferroviaire semble impossible, quoi. Voilà, des interconnexions. Les interconnexions doivent nous dire quoi? C'est que tous les trains qui viennent d'Italie, qui viennent de Belgique, etc., doivent aller sur un territoire ou un autre. D'accord? La première chose qui est dite, c'est que sur certaines lignes, bah oui,
Plus il y aura de trains, mieux ce sera. Pourquoi? Parce que, et c'est ça qu'il faut comprendre, l'ouverture à la concurrence devrait avoir notamment plus de trains. Parce que le vrai débat... C'est ça la question, c'est qu'est-ce que ça apporte? La question est là, qu'est-ce que ça apporte l'ouverture à la concurrence? On peut soit avoir une position de principe, soit dire il y a des avantages. Toujours beaucoup de sens, tu sais. Allez-y, Karima Delli. Le but n'est pas d'avoir des trains les uns après les autres. C'est ça le problème. C'est ce qui se passe. Non, non, c'est pas ce qui se passe, justement. Pourquoi ça ne se passe pas comme ça? Parce qu'on n'a pas les trains les uns après les autres, parce que, par exemple, en France, notre réseau n'est pas le même que celui de l'Allemagne. Il n'est pas le même que celui, notamment, de l'Angleterre. J'entends une chose, et c'est pour ça qu'on n'a pas d'accord sur ce qu'on met derrière l'ouverture à la concurrence. Ouverture à la concurrence, ça ne veut pas dire privatisation. La privatisation, c'est la mort du rail. On l'a vu où? On l'a vu en Angleterre. En Angleterre, il y a deux choses qui se sont passées à partir... Depuis les années 80 avec 1995, voilà. On a privatisé dans les 5 ans. On n'a jamais eu autant d'accidents de train parce que là, on n'a pas fait quoi? Justement, la garantie sur une véritable rénovation, etc. Donc la privatisation pour la privatisation, ça ne marche pas. C'est pas ça. Il y a eu marche arrière du côté des... Attends, je finis, s'il te plaît. La deuxième chose qui est importante, c'est que nous, on a eu l'exemple de la privatisation en France, et vous l'avez rappelé, c'est sur la question du fret. C'était le premier paquet ferroviaire. Alors, ça n'a absolument, j'ai pas vu des mouvements de grève, etc. sur le fret, parce qu'on avait dit, tant mieux qu'il y a du fret à l'ouverture à la concurrence. Pourquoi? Parce qu'on va avoir plus de camions sur le rail. Et c'est ça le vrai problème de la réforme ferroviaire. C'est-à-dire, c'est pas la concurrence entre les trains, c'est la concurrence entre la route et le train. Et personne ne veut voir ce sujet-là. Pourquoi? Parce que le sujet de la concurrence de la route, c'est qu'aujourd'hui, il faut avoir du courage politique. Pour dire quoi? Il faut en mettre en place, comme partout ça se fait en Europe, une fiscalité écolo, une redevance poids lourd, dont les recettes iront on revient sur un thème, à la rénovation chacun ferroviaire. a compris que Karima défend avec beaucoup de conviction non, mais parce que moi, je veux plus de trains, Younous. La réforme, c'est ça qu'il faut que... mais aussi avec une assurance assurance qui me déconcerte. Pas tous les aspects de la réforme. Avec une assurance qui me déconcerte, Karima, par rapport à la confiance que tu as dans l'avenir. Je crois, pour mon point de vue, que nous n'avons aucune garantie qu'il n'y ait pas demain un processus de privatisation qui soit engagé. Et je crains fort que nous nous situions aujourd'hui dans une première étape pour celles et ceux qui ont suivi les travaux à l'Assemblée nationale et la bataille qui a été menée par un certain nombre de groupes politiques et qui ont mené la bataille, par exemple, sur l'incessibilité. Eh bien, les amendements qui ont été proposés ont été tous rejetés. Alors, c'est là où ça veut dire qu'il y a un risque, quoi, clairement. Eh bien, clairement, il y a un risque, et c'est pourquoi. C'est pour ça que je voudrais revenir sur ça. Et c'est pourquoi la bataille est une bataille qui doit être menée contre un processus, une finalité de privatisation. Et c'est dès le départ qu'il faut mener le combat. Younous, sur ça, on est totalement d'accord. Très bien. C'est-à-dire que moi, je me bats pourquoi? Moi, je me suis toujours battue pour que la SNCF reste un EPIC, pour deux choses. La première chose, et tu as raison de le dire, si ça devient une société anonyme, comme c'est en train de se dessiner et que ça a été voté à l'Assemblée, j'ai regardé les amendements... Et Macron va plus loin que ce que l'Europe exige. Voilà. On est d'accord pour dire que le risque est réel. On est d'accord pour dire que le risque est réel. C'est pas l'Europe qui demande ça, et donc, Macron va beaucoup plus loin que les injonctions de Bruxelles. Et j'ai regardé justement là où ça devient assez intéressant, c'est-à-dire qu'on nous dit que ça devient une société anonyme à capitaux publics, donc ce n'est pas... si, ça reste public, mais c'est une société anonyme. Donc là, on a des précédents. Avec vos amendements qui ont été rejetés, mais moi, le drame de cette affaire, parce qu'il faut le dire, le drame de cette affaire, c'est qu'une société anonyme ne peut pas s'endetter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la SNCF, qui aujourd'hui a une dette de 50 milliards d'euros, qui est un déficit structurel dû à 30 ans dans l'investissement sur le TGV. Sachant que c'est notre particularité française, on parlait tout à l'heure de la comparaison avec les Allemands, etc. Nous, on est sur le TGV, clairement. Et donc, le problème de fond dans cette histoire, et c'est ça qui va être très intéressant, c'est qu'on est en train de faire une réforme sans se poser les vraies questions. Combien l'État va prendre de la dette? Aujourd'hui, on ne sait pas. Deuxième chose, c'est que si on prend que progressivement
il va falloir quand même payer cette rénovation du ferroviaire. On nous dit quoi? On nous a fait une annonce en nous disant aujourd'hui, pour la première fois, la France va investir de manière majeure sur le rail, en disant 10 millions par jour. Mais 10 millions par jour, quand vous regardez sur 10 millions par jour, alors j'ai les chiffres parce que ça m'a fait bondir, 10 millions par jour pendant 10 ans. Ça représente 3,5 milliards d'euros. Quand la Deutsche Bahn dit, cette année, rien que cette année, c'est près de 9 milliards d'euros. Donc on a 10 ans de rénovation. La Deutsche Bahn dit, en un an, nous on met 9 milliards. Donc ce sont des choix politiques qui sont à faire. Pour aller dans le même sens que Karima, effectivement, la Deutsche Bahn dit 9,8 milliards d'euros, je crois, d'investissement en un an. Une société anonyme n'a pas le même rapport avec la dette qu'un acteur public. Et à partir de là, la question qui doit être posée, c'est qui fera les frais de cette situation. Et la pression se fera à ce moment-là, évidemment, sur les salaires, sur les évolutions au sein des carrières de celles et ceux qui sont à la SNCF. Et puis la conséquence se fera sur le peu d'investissement pour la modernisation absolument nécessaire. Donc c'est pourquoi ce choix est un choix qui est très mauvais. Et on a raison de le dire. Et en tant que député européen, il n'est pas possible de dire le contraire, parce que les textes sont là. Le gouvernement Philippe et Macron vont beaucoup plus loin que ce qu'impose déjà l'Union européenne avec l'ouverture à la concurrence. Et c'est pourquoi la bataille, elle doit être menée globalement, et globalement, cela doit être refusé. Et je crois que les mobilisations qui sont en cours, j'espère, permettront d'aller par la négociation à des améliorations. Alors, sur ça, le problème de fond, c'est la méthode. Et ça, il faut vraiment le marquer. Moi, j'étais dans ce qu'on appelle le comité Duron. Le comité Duron a rendu une feuille de route incroyable, pour une fois, sur les infrastructures, notamment en France, ce dont nous avons besoin. Juste après, on a un rapport qui s'appelle le rapport Spinetta. Et là, à coup vraiment de lame tranchante, dit quoi? Il faut s'attaquer au statut des cheminots, il faut supprimer 9000 km de rails, etc. Et on voit bien que là, il y a un problème de méthode. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, maintenant, une politique de transport française, on ne peut pas la bâtir comme ça d'un claquement de dents. Il faut vraiment voir dans la prospective. Une politique des transports, il faut avoir une vision sur 10 ans, 20 ans. Pourquoi? Parce que ce sont des investissements qui sont lourds, très lourds. Et là, qu'est-ce qu'on dit? On dit, je sors les ordonnances. Mais comment on peut faire ça? Où est le dialogue social? C'était pas la bonne méthode. Encore une fois, une méthode qui a été brutale. Maintenant, je reviens sur quand même le dispositif français, parce que tout a été mélangé. On parle du statut du cheminot, du statut des SNCF. On parle maintenant de la dette. Comment on va faire? Et le problème, il est là. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se poser les vraies grandes questions. Les vraies grandes questions, c'est que, sur une prospective, notamment à long terme, c'est la question du climat. Tout le monde nous dit, la pollution de l'air, ça suffit. Comment on relance le rail? Comment on relance le rail? Je le redis, il faut aujourd'hui une redevance poids lourd. L'Europe, la France traîne les pieds. Heureusement que la commission de transport va activer la chose, puisque nous devrions avoir une feuille de route assez rapide. Deuxième chose, et ça je tiens à le dire sur le statut des cheminots dont on n'a pas assez parlé. Les cheminots, qu'ils soient en gare, qu'ils soient dans les trains, etc., apportent une chose importante dont personne ne parle, c'est qu'ils sont qualifiés. Ce sont des personnels qualifiés. On a besoin de personnel qualifié parce que derrière, il y a quoi? Il y a la question de la sécurité. Il y a la question de la sécurité des passagers qui sont à bord et également, notamment, des personnels. Et on voit bien, si on fait la comparaison, et là c'est terrible, c'est plus vous précarisez les métiers dans les transports, plus le risque de sécurité augmente. On l'a vu dans l'aérien avec l'arrivée du low cost. Regardez ce qui se passe en termes de sécurité. Là, c'est pareil. Donc maintenant, moi, ma vraie peur, c'est pas le statut des cheminots, ça va plus loin. Et là, je vois, et là, j'ai très peur de ce qui a été voté à l'Assemblée nationale,
c'est le transfert de personnel. Qu'est-ce que ça veut dire transfert de personnel? Nous avons un opérateur européen qui vient en France et qui dit bah, finalement, moi je viens, mais je ne sais pas si je vais prendre le personnel de la SNCF. C'est ça. Donc, les amendements qui ont été adoptés, j'ai bien regardé, il y aura une garantie justement de reprendre le personnel volontaire s'ils le veulent, justement de reprendre avec les mêmes statuts, les mêmes garanties pour le régime spécial de retraite, etc. Ça c'est très bien. Mais le problème que j'ai, c'est et tous ceux qui refusent, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait sur ce? Est-ce que c'est un licenciement automatique? Est-ce que ça va être... Vous voyez? Et donc c'est pour ça aussi, je crois que Younous est avec moi d'accord sur cette question-là. Nous ne pourrons pas laisser faire. Parce que derrière, ce n'est pas seulement des métiers, c'est aussi des salariés qui, eux aussi, ont une culture de cheminot, mais surtout défendent un métier qu'ils adorent. Et donc les conséquences peuvent être très graves. D'un mot pour clôturer un petit peu ces discussions où il y a plein d'informations et de points finalement communs que vous avez malgré tout sur cette réforme et sur ce rapport à l'Europe. On peut faire beaucoup de discours, mais cela renvoie finalement à la responsabilité qui est la nôtre lorsque nous appuyons ici sur le bouton pour voter sur les règlements européens. Car beaucoup ici aujourd'hui en France qui ont voté pour les paquets ferroviaires viennent dire des garanties, ceci, cela, etc. Nous avons voté contre. Jean-Luc Mélenchon et moi avons voté contre. Mais nous aussi, pour un certain nombre de choses, on l'a expliqué. Voilà. Et c'est pourquoi nous sommes parfaitement légitimes aujourd'hui à continuer le combat. La question aujourd'hui, c'est quelle bataille on mène? Si on veut une vraie bataille du rail, il faut investir. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut investir dans les professions, il faut investir sur le rail, parce que c'est là où c'est la bataille du climat, c'est la bataille de l'emploi, mais c'est surtout la bataille de la cohésion de notre territoire. Merci, on va être obligé de terminer. Merci à vous, Karima Delli, merci Younous Omarjee. On continue à nous suivre sur le site de l'humanité.fr. Merci, au revoir à vous.